Bonjour. En 2025, Mountain Changemaker vous propose un nouveau podcast, un face-à-face avec la rédaction, Talk to You, l'actualité de la transition des territoires de montagne, vue par les acteurs économiques, politiques et associatifs. Mountain Changemaker est une association qui regroupe un laboratoire d'action et un média digital qui fédère les associations, collectivités et entreprises qui partagent une même volonté de réfléchir ensemble à l'avenir des territoires et proposer des solutions face aux conséquences du réchauffement climatique. Notre raison d'être se résume en quelques mots, imaginer, inspirer et agir ensemble pour le futur de la montagne. Nous avons fait le choix de la parole pour imaginer, la parole pour inspirer, pour motiver et agir, la parole pour rassembler et créer une dynamique, la parole pour être responsable et positif. Aujourd'hui, un entretien réalisé au Papeterie à Annecy, où Laurent Surbeck rejoint Philippe de Paris, créateur et animateur de la place du village. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Bienvenue à une nouvelle émission Talk to You. Alors, avant de continuer la conversation, on a une petite habitude dans Talk to You. C'est une petite bio de toi que je te propose d'écouter maintenant. Avec grand plaisir Laurent. Philippe, depuis 1994, vous sillonnez les routes des Pays de Savoie avec une mission simple et essentielle, donner la parole aux habitants de nos villages. La place du village, cette émission que vous avez co-créée avec votre frère jumeau Jean-Noël, est bien plus qu'un programme télévisé. C'est un voyage à travers les mémoires, un instant suspendu où l'on écoute l'histoire des anciens, les anecdotes des cafetiers, les récits des artisans. Géographe de formation, titulaire d'une maîtrise de géographie à l'Institut de géographie alpine de Grenoble, vous enseignez l'histoire et la géographie pendant 33 ans au collège de Megève. Dès 1992, vous commencez une chronique environnement sur TV8 Mont-Blanc avant de vous consacrer pleinement à la place du village dès 1994. Au fil des années, votre émission devient une véritable institution avec plus de 6000 épisodes, tournés, 60 000 interviews et rencontres et une audience toujours plus fidèle. Quand la diffusion télé s'arrête en 2019, la place du village trouve une nouvelle vie en ligne. Avec 1 280 000 abonnés sur Facebook, 60 millions de vues par mois, une présence sur Instagram, YouTube et TikTok, et même une chronique radio quotidienne sur Ici Pays de Savoie, la place du village a su prendre le virage digital. L'émission a trouvé aussi un format TV quotidien sur Maurienne TV, disponible dans toute la France. Philippe, on dit que vous êtes authentique, proche des gens, toujours prêt à écouter et partager. À travers votre travail, vous êtes devenu bien plus qu'un animateur, un témoin privilégié de l'évolution de la vie des villages de montagne. Eh bien, ça nous convient parfaitement, c'est à peu près ça, c'est 30 ans, c'est beaucoup Laurent, 30 ans d'observation, 30 ans d'écoute, 30 ans où on a recueilli des témoignages des anciens, mais pas que des anciens, on a dit aussi des forces vives et puis parfois des jeunes aussi. Et c'est vrai que cette durée aujourd'hui, c'est important parce que c'est sur cette durée qu'on a pu voir aussi quelques évolutions. Bah justement, on est aussi là pour en parler de ton vécu par rapport à toutes ces émissions. Les chiffres, on vient de les entendre, ils sont particulièrement éloquents. Je suis évidemment moi-même bien placé pour savoir l'institution qu'est la place du village. Comment tu peux aujourd'hui revenir, ou comment reviens-tu en tout cas sur toutes ces années, si à un moment ou un autre tu t'arrêtes et tu regardes, qu'est-ce que tu peux dire de cette évolution ? Comment ils ont évolué ces territoires de montagne ? Comment ils ont évolué ces villages que vous avez parcourus ? Ça, c'est effectivement une question extrêmement importante parce qu'en 30 ans, il y a eu beaucoup de changements dans nos territoires des Pays de Savoie. Vous savez que c'est une région qui change beaucoup. On sait que les apports démographiques sont extrêmement importants dans les deux départements de Savoie et de Haute-Savoie. Alors nous, ce qui nous a surtout beaucoup surpris, c'est d'abord l'évolution des villages. On a vu des villages se développer énormément, des petits villages qui sont devenus de petites villes aujourd'hui. En 30 années, on a vu des villages qui ont vu leur population multipliée par 2 ou 3, ce qui est énorme, ce qui est considérable. Et je sais que c'est un des rares territoires français où la population augmente aussi vite. Donc c'est d'abord le développement démographique qui nous a surpris. Ensuite, on a effectivement un œil très, perçant sur les stations de sport d'hiver, sur nos villages stations de sport d'hiver. Et là, on a vu une évolution un peu différente. On a vu effectivement des stations bien installées, le plan neige, on rappelle les grandes stations qu'on connaît bien. Et puis surtout, une envie, alors pas toujours la réalité, mais une envie de voir ces villages rester de plus en plus authentiques. On voit aujourd'hui que l'opinion publique
a basculé dans le sens d'une stagnation de ce qui se passe, d'une évolution beaucoup plus lente. On ne veut plus faire ce qui s'est passé dans le passé. Ça a été le deuxième point fondamental pendant ces 30 dernières années. Ça a été beaucoup trop vite. Enfin, ce que tu as pu vivre de ces territoires de montagne, justement, il y a un vrai décalage entre la rapidité à laquelle certaines stations, certains villages se sont développés économiquement et le besoin d'authenticité des valeurs montagnardes du reste des villages. Oui, c'est exactement ce que ressentent les populations. Ça n'est pas encore ce que ressentent les décideurs et notamment certains élus. On a un décalage aujourd'hui entre la volonté des populations de garder l'authenticité des villages et puis il y a peut-être 10 ans de retard par rapport aux élus qui vont venir justement, qui vont demain devoir s'adapter. Ils n'ont pas le choix avec les élections qui vont arriver. Ils vont devoir écouter leur population davantage. La volonté aujourd'hui des gens, c'est d'aller doucement, de retrouver ou de garder ce qu'il reste d'une certaine authenticité qu'on a largement perdue. On ne va pas citer les villages où il n'y a plus d'authenticité. On connaît bien Megève et le Mégevant de Souche, par exemple, ne se reconnaît plus. Le Chamoniard de Souche ne se reconnaît plus. On peut citer aussi d'autres stations. Et aujourd'hui, l'opinion publique a complètement basculé à 90%. C'est très large. Alors qu'on a encore des tentations d'avoir des lits, des constructions, encore des remontées mécaniques. C'est ce décalage qui nous inquiète aujourd'hui entre la volonté de la population et la volonté encore de quelques élus. Par cette expérience de tous ces tournages Place du Village, il y a évidemment qu'il y a quelque chose qui ressort et que tu as dû vivre, c'est ce qu'on appelle le bon sens montagnard, ou en tout cas la capacité à s'adapter, parce qu'il s'en est passé du temps. Et en plus, en effet, vous aviez quand même interviewé un bon nombre de personnes qui avaient déjà vu beaucoup de choses se passer, qui avaient déjà vécu le plan montagne, qui avaient déjà vu des choses aller en haut, en bas et s'adapter. C'est quelque chose que tu as envie aussi de rappeler à tout le monde, c'est qu'on peut encore s'adapter. Alors, c'est très intéressant parce qu'on a connu une très forte adaptation de nos populations à l'évolution touristique, aux premières remontées mécaniques. Les pionniers qui ont marqué nos stations sont des héros parce qu'ils ont apporté de la nouveauté. Ils ont permis aux populations de rester. Donc, nos territoires sont des territoires où les gens ont toujours connu, dans la plupart des régions touristiques, une adaptation extrêmement forte. Ils ont encore cette capacité d'adaptation aujourd'hui, à une différence près, c'est que dans certains endroits, ça n'est quasiment plus possible. Parce que ces populations ne peuvent plus le faire, parce qu'elles se sentent un peu rejetées de ce qui peut se passer. Elles n'ont plus droit au chapitre, et puis surtout, elles ne contrôlent plus véritablement ce qui se passe. Mais cette capacité d'adaptation, elle existe encore aujourd'hui, elle a toujours existé. C'est ce qui fait la force du Savoyard. Il a toujours su s'adapter, il a toujours su s'ouvrir. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a un territoire exceptionnel. On a les plus grandes stations du monde, on a les plus belles pistes de ski du monde, on a énormément de gens qu'on peut accueillir d'une manière tout à fait remarquable. Ne l'oublions pas, on accueille énormément de gens d'une manière exceptionnelle ici. On sait accueillir. Tu penses justement que ceux qui craignent pour cette évolution, et notamment de l'apport financier du tourisme d'hiver, je parle juste du tourisme de neige, on va dire même de ski plus particulièrement, qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces populations-là qui ont du mal à voir une autre alternative que la neige et donc du mal à s'ouvrir peut-être à une autre optique pour la montagne? Tu poses la question cruciale ici. Qu'est-ce qu'on peut faire l'hiver en dehors du ski? On n'a pas la réponse aujourd'hui. Personne n'a la réponse aujourd'hui. Et on ne peut pas se passer du ski aujourd'hui. C'est complètement impossible. Si, on peut se passer du ski à Notre-Dame-du-Pré avec une remontée mécanique. On a fait le tournage dans cette petite commune. On peut très bien se passer du ski puisqu'il y avait 2 remontées mécaniques. On a vu pas mal de stations disparaître. Saint-Nicolas-la-Chapelle avec son unique téléski. Tout ça était possible. Alors qu'aujourd'hui, on sait le poids économique du ski. On voit le nombre de voitures au pied des pistes. Rien ne remplacera l'hiver. Le ski, ça, c'est une certitude absolue. Et on ne peut même pas trouver de solution, pas proposer de solution aux gens qui sont là. On n'a pas encore ces réponses-là. On les attend, on les espère. J'entendais l'autre jour, je crois que c'est le maire de Font-Romeu sur une émission de radio, qui disait nous, on va diversifier. On a fait la fête du cochon. La fête du cochon, qui a lieu un jour par an.
et donc l'été, et il dit on va pouvoir multiplier ce genre de manifestations. Moi, je ne crois pas qu'une fête du cochon puisse remplacer les milliers de skieurs jour qui viennent dans nos stations. C'est impossible. Nous n'avons pas la réponse. On est inquiet comme tout le monde. On sait aujourd'hui on va devoir s'adapter. On le constate au jour le jour. Nous n'avons pas cette réponse et je ne sais même pas comment on va pouvoir trouver une solution. On n'en sait rien. Tu ressens, est-ce que tu as ressenti justement au cours de tous ces tournages cette même crainte? Est-ce que de la part des habitants, euh, de voir leur village, leur région, leur pays, leur économie évoluer et donc se mettre dans une situation de peur? Oui, alors, c'est très variable. Et il faut savoir que chaque village station est différent. Et vous le savez bien, en fonction de l'altitude, en fonction des perspectives. On sait aussi que Klimsno a donné des orientations que vous connaissez tous, qui n'ont pas été très rendues grand public d'ailleurs. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de mal à savoir ce qui va pouvoir se passer. On sait qu'il y a des craintes, mais elles sont assez floues et surtout, on a du mal à dissiper ces craintes aujourd'hui, notamment dans les stations de moyenne montagne. Ce mot est un petit peu galvaudé, mais de plus basse altitude. On a beaucoup de mal aujourd'hui à cerner, à rassurer les gens. Et c'est peut-être le problème qui se passe aujourd'hui. Qui peut les rassurer? Qui va rassurer les gens dans une station à 1000 mètres d'altitude aujourd'hui? Tu gardes quoi justement de toutes ces rencontres? Parce que tu gardes certainement énormément de choses, bien entendu, mais est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement marqué et que tu trouves, qu'il serait pertinent, limite de rediffuser actuellement? Des choses qui t'ont marqué, qui seraient, aussi un vrai message, aussi pour peut-être résumer, de façon, globale ce fameux bon sens montagnard? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui te restent, alors je suppose que si on dit s'il y a des choses qui te restent marquées, on peut peut-être faire, 2-3 heures d'émission, mais, heu, si on peut essayer de résumer un petit peu certains points. Alors, tu as parlé de bon sens. Moi, je vais plus loin. C'est de la sagesse. On a vu des gens en montagne, notamment les anciens, qui avaient énormément de sagesse. Des gens qui avaient un sens de l'observation. Vous savez, nous, on a commencé l'émission en 1994. On parlait pas tellement du réchauffement climatique. On a vu des anciens nous dire: «Mais attendez, ça fait plusieurs années qu'on voit les sapins qui bourgeonnent plus tôt que prévu. On voit des hêtres qui poussent à telle altitude. On a vu des sangliers qui montaient et les cerfs qui descendaient». On a entendu ça. Cette observation de nos anciens, je peux vous dire qu'en dans les années 90, on parlait très, très peu de tout ça. Nous, on avait déjà des signaux. On nous disait, à Chamonix: «Eh ben, depuis chez moi, je vois plus le glacier, je vois plus la mer de glace, je vois plus le glacier des Bossons. Il se passe quelque chose». Il y avait déjà ce qu'on appelle des signaux faibles. Mais nos anciens, dans ce bon sens, moi j'appelle ça de la sagesse, avaient déjà repéré ce genre de choses. Je crois que aujourd'hui, on pourrait véritablement retrouver ce bon sens. Alors c'est compliqué parce que le bon sens fait jamais bon ménage avec les affaires, ou rarement bon ménage avec les affaires. Il nous faut trouver un business, un business plan, si j'ose dire, pour les stations de ski. Il faut qu'on puisse rentabiliser demain, ça paraît obligatoire. Mais je crois que faudra jamais oublier ce bon sens, j'appelle ça de la sagesse de nos anciens, qui étaient mais plus que connectés et qui étaient des écolos avant l'heure. Alors, on parle beaucoup de cette vague écologique, tant mieux d'ailleurs, on adhère, nous, à ce genre de choses. Mais nos anciens étaient déjà certainement des écolos bien avant l'heure. Vous savez, ils faisaient leur propre jardin. Et je peux vous garantir une chose, c'est que leur jardin était déjà bio, bien avant qu'on parle des produits bio. Pour eux, le produit bio ne veut absolument rien dire. C'était leur jardin à eux. Donc, n'oublions pas le bon sens, et moi je dirais la sagesse. Qu'est-ce qui, on a dû te poser cette question 1000 fois. Qu'est-ce qui a fait le succès de la place du village? Et c'est moi qui te la pose. Oui, tu es bien placé pour le savoir. Alors, je crois que c'est simple, c'est simplement des gens ordinaires. Quand on rencontre des gens très ordinaires, les gens devant leur téléviseur s'apparentent aux gens qu'on rencontre. En fait, on est d'abord tout comme eux. Moi, je suis un fils de paysan, j'appartiens à une dynastie de paysans, moi. Dans ma famille, ils sont tous paysans, dans ma famille, sauf 2 meuniers. Donc, on a toujours voulu donner la parole à tout le monde, et c'est des gens très ordinaires qu'on peut rencontrer. Et ces gens-là, en fait, c'est ce qui fait la force, c'est que le téléspectateur se retrouve dans ce que dit la personne à la télévision, ce qui est pas toujours le cas. Quand tu, as décidé quand la vie a décidé que la place du village, devait elle aussi évoluer et pour des raisons, de choix, de direction d'entreprise, ça a été quoi ta réaction? Que ça devait absolument
un, perdurer, et deux, s'adapter. On va parler d'adaptation aussi, puisqu'il y a il y a le choix des réseaux sociaux, il y a le choix, on a entendu les chiffres encore tout à l'heure, vous êtes pas une émission de télévision, hein, vous êtes aussi aujourd'hui un média digital fort, qui pourrait presque être influent, vu les chiffres qu'on entend. Ça a été un choix, tu t'es dit, bon allez, je vais devenir influenceur? Non, non, on s'est surtout pas dit qu'on va influencer quoi que ce soit. Mais c'est vrai que quand la version télé s'est arrêtée, on est passé au digital. C'était l'ère du digital. Et puis c'est vrai que le digital correspond parfaitement aujourd'hui à cette tendance. Et en fait, le digital a une force majeure, c'est qu'il permet la réactivité. Et donc, immédiatement, on peut avoir des commentaires parfois excessifs sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce qui fonctionnait en télé s'est mis à fonctionner aussi dans le digital. D'où l'explosion, effectivement, des compteurs qui aujourd'hui sont extrêmement importants. Puis aujourd'hui, c'est vrai que la place du village a dépassé le territoire, on va dire, des Alpes du Nord. On est présent beaucoup dans toute la France, beaucoup en Suisse, beaucoup en Belgique, en Kabylie, et même nos amis québécois se retrouvent dans ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'est une adaptation, entre guillemets, forcée, mais finalement, qui va dans le bon sens. Et puis surtout, les outils nous ont permis de le faire. Parce que le digital, aujourd'hui, c'est l'endroit où on peut s'exprimer, c'est l'endroit où on peut réagir, c'est l'endroit où on peut dire ce qu'on a à dire, tout simplement. Donc, ça correspondait aussi à la place du village. Et alors, qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui se dit? Quand tu continues aujourd'hui à produire du contenu, à produire des places du village, d'une forme ou d'une autre en tout cas, euh, est-ce que les commentaires continuent à être là en nombre? Est-ce qu'il y a justement certaines réactions qui sont plus à remarquer que d'autres? Alors ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, on a beaucoup, beaucoup de commentaires. En fait, on parle de l'engagement sur nos réseaux sociaux. Alors c'est vrai qu'on a à peu près 60 millions en moyenne de vues par mois. C'est 2 millions par jour, ce qui est beaucoup. Et puis des commentaires, c'est des milliers de commentaires par jour. Alors on s'est aperçu d'une chose assez étonnante, c'est que autant la place du village version télé, c'était quelque chose de très doux, très soft, très consensuel. Et les réseaux sociaux vont permettre aux gens de s'exprimer avec beaucoup, beaucoup d'excès, souvent, ce qui nous choque un petit peu, mais c'est pas grave. Alors, c'est vrai que quand on poste une photo d'un glacier, même s'il est beau, on sait qu'on va vers un débat. On va vers un débat parce que les gens vont dire, mais ce glacier fond, ce glacier, il faut le protéger. L'exemple de la mer de glace. L'entrée de la mer de glace qui fait rêver tout le monde. Et puis ce nouveau télécabine qui permet l'accès, qui permet à des gens qui ne peuvent pas venir de venir à la mer de glace. C'est quand même un outil exceptionnel. Eh bien, sur les réseaux sociaux, ce système-là, cette pensée-là, cette nouveauté se fait détruire. Pourquoi? Parce que on veut sanctuariser l'ensemble de la montagne. Donc, ce sont des comportements excessifs. Alors, ça ne nous correspond pas trop, mais nous, à partir du moment où on publie quelque chose, on accepte toujours les commentaires qui sont très contradictoires et surtout, on va surtout pas répondre à ces commentaires. On n'a pas à prendre parti, on propose et les gens disposent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un engagement très fort parce que dans cette société, on échange, on s'étripe, on s'écharpe, on s'insulte et parfois ça va très très loin. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'influenceurs. C'est comme une façon aussi de faire passer certains messages, d'avoir un programme autant que ça, générant de l'audience, c'est aussi une façon de faire passer peut-être certains messages. On va faire une toute petite pause pour une rubrique qui s'appelle Face à l'image. Je vais juste te demander de commenter l'image que je te montre actuellement. Alors ça, c'est une image effectivement très forte, c'est la mer de glace depuis le Montanvert, si je ne me trompe pas, c'est ça. Et oui, alors tout est résumé sur cette photo. Alors ça aussi, c'est la force des réseaux sociaux. Vous mettez ça sur les réseaux sociaux, vous avez forcément beaucoup de réactions, et tant mieux. Aujourd'hui, le moyen d'informer les gens, c'est souvent le digital, c'est souvent ce genre d'images justement qui permettent aux gens de comprendre ce qui s'est passé. Aucun commentaire à faire. On voit ce qui se passe entre les deux photos. Alors j'imagine que celle de droite est plus ancienne que celle de gauche, j'en suis même sûr, je n'ai pas les dates là-dessus. Mais la force de l'image, c'est extrêmement important. Elle permet de dire sans commenter ce qui s'est passé et surtout de prouver qu'il se passe des choses. Et là, les complotistes, qui sont encore aujourd'hui nombreux, ne peuvent rien dire par rapport à ça, si ce n'est que c'est peut-être un cycle sur des millénaires, c'est possible. Mais en tout cas, on voit le constat de cette mer de glace qui, en 40 ou 50 ans, a perdu la moitié de son volume. Autre photo. Alors là, on voit 2030, effectivement, avec à gauche, si je ne me trompe pas, un village très authentique. Puis à droite, j'imagine que c'est... on sait ce que c'est, Laurent, à droite, parce que je n'ai pas le détail. C'est une vision de ce que peuvent être les JO 2030. C'est 2030. Voilà. C'est la grande question du jour. 2030, on sait que les Jeux Olympiques à Paris ont été un succès
colossal, immense, populaire. On a tous rêvé, ça s'est très très bien passé. Je crois ne faut pas oublier ce qui s'est passé à Paris. N'oublions pas ce qui s'est passé à Paris. Alors c'est vrai qu'on est sur des territoires beaucoup plus sensibles aujourd'hui. C'est vrai que 2030, c'est un enjeu extrêmement fort. 2030, il faut s'y préparer. On sait tous qu'Edgar Gros-Piron est très soucieux de ce qui va se passer. On sait qu'il est très critiqué, il est attendu. Et je crois que c'est ensemble qu'on doit réussir ces jeux, que ces jeux doivent être exemplaires, que ces jeux doivent servir la cause justement de la transition climatique, absolument. On n'a pas le choix. C'est-à-dire que si on passe à côté, ce sera terminé. Il n'y aura plus jamais de Jeux Olympiques d'hiver, il faut le savoir. On est à une période charnière. À nous tous de prouver qu'on peut faire des jeux dans cette ambiance-là. Il faut surtout pas se rater. Il faut que chacun, tout le monde, y compris les citoyens, y compris les décideurs dont vous faites partie, les élus, les politiques, puissent véritablement réussir ces jeux sur le plan de la transition climatique. C'est obligatoire. Sinon, Laurent, ce seront à coup sûr les derniers Jeux Olympiques d'hiver. Et puis, il y a cette évolution, justement, de l'attractivité de la montagne auquel ces jeux peuvent aussi servir, dans le sens, non pas s'arrêter à 2030, mais être un accélérateur peut-être pour répondre, ou tenter de répondre en tout cas à la question qu'on posait tout à l'heure. Peut-être pas remplacer le ski pièce pour pièce, mais en tout cas réfléchir à une attractivité plus large de la montagne, et se souvenir peut-être qu'il n'y a pas eu que le ski en montagne pour attirer des touristes. Ce sera l'enjeu. Autant quand on a eu les Jeux Olympiques d'Albertville, on a construit les infrastructures qui ont été extrêmement importantes. On était encore dans une période où on devait faire venir les gens à la montagne. 2030, on les fera venir pour une autre raison. On a déjà les infrastructures qui sont construites. En 2030, on va devoir faire venir des gens pour qu'ils découvrent une autre montagne. Laquelle, pour l'instant, c'est à nous de la définir, c'est pas encore fait, mais ce sera le gros enjeu de ces Jeux Olympiques de 2030. Ne l'oublions pas. On a quasiment tout aujourd'hui. On a même les constructions, on a les remontées mécaniques, on a les routes d'accès, tout ce qu'on n'avait pas pour Albertville. Eh bien, on va devoir maintenant penser à faire venir les gens en se disant, voilà, peut-être l'été, peut-être plus l'été, avec le réchauffement climatique. Voilà un atout de la montagne pour l'été. L'hiver, imaginez effectivement d'autres solutions. On peut peut-être imaginer même, je ne sais pas pourquoi, je rêve peut-être, mais peut-être du synthétique. Pourquoi on ne ferait pas une compétition en 2030 sur une piste synthétique ? Piste de l'avenir, pourquoi pas ? Qu'on pourrait dérouler pendant l'hiver, s'il n'y a pas de neige, et renrouler pendant l'été. Alors peut-être que c'est très, très, très idéologique, c'est possible, mais pourquoi pas ? Innovons, Laurent. Si on n'est pas capable d'innover en 2030, je le répète, il n'y aura plus jamais de Jeux Olympiques d'hiver. Allez, pour finir, Philippe, on revient quand même un peu à la place du village. C'est quoi l'actualité, les projets à venir là, pour continuer à, j'irais dire à faire vivre, mais je pense même à continuer à développer, te connaissant, la place du village? Alors, on va rien changer, Laurent. Ça fait 30 ans que ça dure. Tu étais au début de l'aventure. C'est quand j'étais directeur général que tu me disais ça, on va rien changer. Il était directeur général. Alors, tous ceux qui nous ont dit on va changer quelque chose, alors les pauvres, Laurent est bien placé pour le savoir. On va rien changer. Alors, c'est vrai que le support a changé. N'oublions pas que les animateurs ont beaucoup changé aussi. Ça ne durera pas, ça c'est la seule certitude. Les animateurs ne dureront pas. Aujourd'hui, on est une équipe avec tout de bénévoles qu'on est en train de renforcer. Il y a plein de gens qui veulent venir. On fait partie d'un groupe de réflexion nationale sur les campagnes aussi, qui s'appelle un think tank, qui s'appelle Nos campagnes, avec 500 personnalités. On est un peu les pilotes dans ce groupe de réflexion. Notre seul objectif aujourd'hui, c'est de faire durer tant qu'on est là l'émission. On essaiera de trouver un successeur. Et puis surtout d'apporter toutes les réflexions nécessaires pour la suite. Alors, au niveau des montagnes, bien sûr, mais au niveau des campagnes aussi. Oui, parce qu'on n'oublie pas de saluer Jean-Noël quand même. Parce que, on va le saluer, sinon il va être jaloux. Il a quand même un frère jumeau. Ok, donc on ne change rien, mais on continue quand même à animer cette communauté si importante aujourd'hui et donc à recueillir encore la vie, les conseils, les réactions des habitants des territoires de montagne, ou en tout cas des villages de montagne. Oui, et puis on ira un petit peu plus loin. C'est qu'on est en train effectivement d'évoluer un petit peu. C'est le scoop du jour. On va progressivement aller vers des thèmes de réflexion. On a vu tout à l'heure les 2 magnifiques photos
de la mer de glace. On va certainement aller davantage dans ce sens-là pour faire réfléchir les gens, pas donner de solution. On nous attaque en nous disant on est pro, on est anti. Non, on n'est pas pro, on n'est pas anti. On essaye de donner davantage la parole, peut-être sur des sujets plus sensibles, et bien sûr qu'on sera présent, certainement à d'autres manières aussi, bien sûr, sur ce qui va se passer en 2030, sur l'avenir de nos montagnes. C'est essentiel pour nous. On essaiera de poser les questions, puis de recueillir les réflexions des gens, on l'espère, dans le plus grand calme possible. Ok, bienvenue chez Mountain Changemaker. Alors. Merci beaucoup et bravo pour ce que vous faites surtout. Merci Philippe, à très bientôt et longue vie à la place du village. Merci Laurent, merci beaucoup. Alors quelques mots pour conclure et résumer cet entretien. D'abord, en observateur avisé des Pays de Savoie, Philippe constate une évolution démographique très importante, avec pratiquement un x3 en 30 ans dans certains villages des Pays de Savoie. Ensuite, Philippe et son frère Jean-Noël constatent un décalage très fort entre la volonté des habitants et les choix des élus, notamment en matière de développement touristique et de transition. Il va falloir s'adapter pour faire face au dérèglement climatique, une situation qui génère de la peur et des craintes qu'il va falloir surmonter en retrouvant pourquoi pas la sagesse des anciens si présente dans le programme La Place du Village. Enfin, les JOP, les Jeux Olympiques et Paralympiques 2030, devront tenir compte de la transition des territoires de montagne en engageant les décideurs, les élus et les citoyens et surtout innover s'ils veulent perdurer. C'était Talk to You de Mountain Changemakers. Merci de suivre ce podcast. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour enrichir nos propos et nos futurs podcasts. Je vous invite à découvrir tous nos programmes en vidéo sur notre plateforme et nos applications mobiles, à nous suivre sur les réseaux sociaux LinkedIn et Instagram. Ce podcast est aussi à retrouver sur les principaux sites d'écoute de podcasts, Apple Podcasts, Deezer et Spotify. Cet épisode de Talk to You a été réalisé par Tom Surbeck.